Il paraît qu'il faut de la qualité pour les chèvres. Elles sont assez difficiles. Ouais, et en fait, il faut qu'on voit que c'est des ruminants et qu'elles ne pas. En fait. C'est une alimentation assez concentrée quand même. Ah oui. Et en même temps, un transit qui doit être. Hein, ça, quand je te dis que c'est beaucoup plus sec, c'est plus sensible au transit trop rapide aussi, c'est un peu jonglé. Pas grand chose. Avant, il y a beaucoup de demandes pour l'engraissement pour la viande. Oui. Mais peut-être que c'est tellement. Il y a des particuliers. Un peu, moi aussi. Bonjour Vincent. Bonjour Simon. Merci de m'accueillir chez toi pour parler du droit des paysans aujourd'hui. Mais avant de commencer à parler de ça, j'avais envie juste de savoir comment ça allait aujourd'hui, qu'est-ce que ça a été ta matinée. Moi, personnellement, j'ai fait le trajet jusqu'ici et j'ai écouté tes vidéos. Ok. Et voilà, toi qu'est-ce que tu as eu ce matin? C'est commencé ta journée? Bah, assez bien, assez intense. On est en pleine saison de naissance. Et ici, on a passé le cap de la moitié. Et du coup, là, je suis un petit peu sur le... Je pense que ce matin, c'est la dernière fois que je trayais à la main. Parce que, donc, au début, c'est le colostrum. Et donc, je vais traire à la main. Et après, ça devient du bon lait. Mais tant qu'il n'y a pas assez de chèvres qui font du bon lait, je ne mets pas toute la machine en route. Mais du coup, ouais, c'était assez long. Et voilà, un petit rush. Mais au moins, chaque chevrette est bien nourrie. Ouais, et même pour les mères aussi, démarrer à la main, c'est quand même plus soft pour elles et plus doux. Avant de directement passer à la machine. Et donc, voilà. J'aime bien le faire pour elles aussi, mais c'est que c'est physiquement aussi un challenge. Heureusement, la modernisation est là pour... Voilà. Après, prendre le relais. Mais justement, c'est ça l'intention aujourd'hui, c'est un peu... quelle est toi ton intention au travers de cette vidéo? Qui est-ce que tu veux toucher? Et voilà. Bah donc, au niveau des personnes à toucher, ce sont les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi particulièrement tout ce qui est, on va appeler ça les organismes d'encadrement, toutes les personnes qui gravitent autour d'elles, que ce soit chercheurs ou plutôt conseillers, ou les deux. Et au niveau du contenu, ce que j'aime bien ici, c'est en fait, j'ai envie de dire, de verbaliser, de mettre sur mots des vécus et des logiques qui sont très présents dans les familles agricoles, mais souvent, voilà, pas explicités comme telles. Il y a beaucoup de discours sur le bien et le mal dans l'agriculture et dans le passé et dans le futur. Mais là, j'essaie d'avoir une analyse plutôt anthropologique, ethnographique, hein, vraiment du vécu des personnes directement impliquées dans leur réalité quotidienne, de ce qu'a été pour elles la modernisation, comment elles s'y répondent aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger et soutenir ces nouvelles logiques, cette nouvelle, ce que j'aime bien appeler la débrouillardise nourricière qu'on retrouve dans les familles agricoles, tout simplement. Et toi, tu te sens un peu porte-parole de ça parce que tu es un jeune qui est impliqué dans beaucoup... Tu vois beaucoup de fermes, tu vois beaucoup... Et tu ressens que c'est un besoin d'exprimer... Les choses plus clairement, ouais. Et peut-être en termes un peu plus scientifiques, un peu plus analytiques que ce qui est fait habituellement. Souvent, c'est un petit peu des images toutes faites ou des stéréotypes. Et en fait, il existe une science derrière ça qui est très minoritaire, mais il y a la sociologie, l'anthropologie rurale et agricole, c'est une science qui existe. Il y a des livres qui existent là-dessus, mais qui sont souvent assez peu connus, assez peu utilisés par le monde agricole lui-même et par toutes les personnes qui travaillent autour. Donc voilà, merci de porter ce message aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par ma première question sur la thématique. C'est qu'est-ce que la modernisation agricole? Comment toi, tu la définirais? Et comment elle se vit dans les fermes, on va dire en Wallonie, parce que c'est le contexte dans lequel on est. Ok. En fait, premièrement, moi, je propose de comprendre la modernisation de l'agriculture de trois manières différentes. Il y a trois manières de la comprendre. Premièrement, la modernisation comme un projet. Et donc, ça veut dire un discours normatif, avec une vision du bien, du mal, d'un futur désirable. Et concernant la modernisation, c'est un discours qui était très présent en sortie de la guerre. On avait eu faim. Et donc il y avait comme ça, les organisations gouvernementales, les autorités, mais aussi tout un secteur industriel autour, ont promu un discours normatif sur le futur de l'agriculture, sur les manières dont les pratiques agricoles devaient évoluer. Et créer une rupture. Donc ce discours il a posé un problème qui était de nourrir l'Europe, et un problème qui était au-dessus de tous les autres, au-dessus de l'environnement, d'autres composantes. Voilà, c'était le problème principal, un peu écrasant d'une certaine manière. Ensuite, il en a proposé une solution, qui était l'agriculture moderne,
et qui a été définie vraiment en rupture avec ce qui s'était fait avant. Donc on n'a pas défini cette agriculture-là comme une continuité des pratiques ancestrales ou en tout cas qui la précédaient, mais vraiment comme une rupture entre l'ancien et le nouveau, et avec voilà, une sanction morale quand même assez forte aussi là-dessus. Marqué un peu par la guerre en fait, c'est un peu le modèle de la guerre qui est venu s'insérer dans le modèle agricole, quoi. Exactement, c'est aussi des moyens institutionnels, hein, ce côté, je pense limite ce serait difficile aujourd'hui de refaire pareil, mais le côté un peu embrigadement, effectivement, je pense qu'on peut effectivement assez facilement le repérer et faire le parallèle. Et donc, ces nouvelles pratiques, il a fallu un peu discipliner l'agriculture ancienne qui était vue comme très diverse, très éparpillée, au long de lignes directrices qui étaient définies par la science agronomique. Et voilà, encore une fois, de manière assez pyramidale, assez unilatérale et autoritaire, d'une certaine manière, avec une certaine forme de violence culturelle notamment, des pressions sociales quand même assez dures au sein des villages et des familles. Et donc voilà, ça c'était l'idée de comprendre cette modernisation un peu comme un discours normatif, hein, donc avec le bien et le mal, mais un peu une injonction, on va pas dire une religion, mais quand même un discours normatif sur l'agriculture, sur son futur, et cette notion de rupture, qui sont très importantes. Ça c'est une manière de la comprendre. Une autre manière, c'est d'observer à l'échelle agrégée, hein, par exemple d'une région, des processus. Et avec la modernisation, ce qu'on a pu observer comme processus, il y a par exemple l'externalisation des tâches. Donc avant, sur la même ferme, on produisait les semences, on travaillait le sol, on cultivait les plantes, on récoltait les fruits, on en transformait une grande partie. Même chose au niveau de l'élevage, hein, où on gardait un mâle reproducteur, etc. On produisait l'alimentation de nos animaux. Et progressivement, avec la modernisation, il y a toute une série de tâches qui étaient avant dans le processus de travail de la ferme, qui ont été externalisées, qui sont sorties de la ferme, et donc qui ont été remplacées par des relations commerciales avec l'extérieur de la ferme, pour acheter des paillettes d'insémination, hein, des semences toutes faites. Et donc il y a des institutions spécialisées qui sont créées autour des fermes, sur ces segments du travail agricole, qui étaient finalement peut-être les plus rémunérateurs, là où il y avait le plus de valeur ajoutée, et d'une certaine manière ne sont restés que dans les fermes, ne sont restés que les segments parfois les plus risqués, les moins bien rémunérés, ou en tout cas les aléas du vivant ou de la météo, etc., étaient les plus violents, les plus forts. Et donc voilà, les familles agricoles se sont retrouvées finalement dans ce processus-là parfois très 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 spécialisées en termes de tâches. Et donc, pour compenser ça avec des aléas de revenus, etc., beaucoup plus... les taux s'est vraiment resserré à ce niveau-là. Et donc, la stratégie de survie, ça a été d'augmenter en échelle pour, voilà, sur ce petit segment de travail où il y a très peu de marge, quand même gagner sa vie et amortir tous ces investissements. Et donc, on a eu tendance alors à augmenter en échelle la taille de ferme. Donc en montant en échelle, ça veut dire plus d'objets de travail, donc que ce soit des hectares ou des animaux, par unité de travail. Ce qui a du coup aussi libéré, émancipé la société dans ce travail de produire de l'alimentation. Et donc on peut aussi donner de la gratitude à cette modernisation qui nous permet de se spécialiser dans d'autres domaines que l'agriculture. Au niveau de la société en général, oui. Au niveau du secteur agricole, finalement, c'est assez mitigé parce qu'il y a une certaine acquisition de connaissances et d'expertise pour justement ce petit segment restant. Hein, des fermiers sont devenus des experts, voilà, sur ces... avec une technique beaucoup plus poussée, mais sur ce petit segment de travail. Ils ont par contre perdu beaucoup de connaissances et savoir-faire sur le reste, et aussi de mainmise, de valeur ajoutée, et de pouvoir, de pouvoir stratégique finalement dans la filière. Donc ça c'est quelque chose à bien visualiser. L'externalisation, un autre processus comme ça qui est très visible avec la modernisation, c'est la spécialisation des régions agricoles. Au lieu d'avoir des fermes mixtes plus ou moins partout, avec des spécificités. On a vraiment eu des zones avec plus que de l'élevage bovin viandeux, des zones avec
plus que des grandes cultures ou que du laitier, etc. Donc ça, c'est une deuxième manière de voir, c'est un peu les processus à l'échelle agrégée, ce qui s'est passé à l'échelle d'une région agricole notamment. La troisième et dernière manière de comprendre la modernisation de l'agriculture, c'est de voir encore d'un point de vue un peu plus micro ce qu'elle a signifié en termes de changement de pratiques et de relations quotidiennes dans les fermes et dans les familles agricoles. Donc voilà, typiquement, on a abandonné le cheval, qui avait été le compagnon précieux depuis plus ou moins 800, 900 après Jésus-Christ. Et donc là aussi, toute une partie de non seulement une réalité biologique qui a disparu de la ferme, mais aussi des savoir-faire et des connaissances, qui a été remplacée par le tracteur, des relations tout à fait nouvelles commerciales qu'il n'y avait pas, notamment sur l'achat de semences ou les choses comme ça qui avant n'étaient jamais sorties de la ferme. Des relations un peu différentes aussi, j'ai envie de dire, avec les contrôleurs. C'est quelque chose qui existait très peu avant. Et donc, c'est que d'année en année, c'est que la modernisation de l'agriculture s'est multipliée. Cette régulation de l'agriculture qui est venue par la PAC, mais aussi tout ce qui est sanitaire, l'identification animale, l'environnement, etc. Donc ça, c'est toutes des nouvelles relations avec des nouveaux acteurs qui avant ne faisaient pas partie du quotidien des familles agricoles et qui maintenant en prennent une place importante, pour ne pas dire parfois pesante. Donc voilà, ça c'est, j'aime bien essayer de décortiquer la modernisation de l'agriculture, que ce soit pas un gros mot, mais il y a vraiment différentes moyens de la comprendre. Et ensuite, voilà, ça nous permet de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et c'est un petit peu la suite de ta question, c'est voir comment les familles agricoles vivent cette modernisation. Alors effectivement, il y a beaucoup de points positifs qu'on rappelle souvent, notamment une facilitation des charges physiques, un meilleur niveau de rendement par hectare. Ce sont toutes des choses qu'on connaît, dont on a beaucoup bénéficié. Mais ce que j'aime aussi rappeler, c'est que les familles agricoles évoquent de plus en plus aussi des problèmes modernes. Donc des problèmes qui ont émergé suite à cette modernisation. Et voilà, on a déjà un peu évoqué rapidement, mais c'est toutes ces problématiques de se sentir un peu pris en étau, donc ce qu'on appelle l'étranglement économique des fermes, à l'heure où les prix de vente de nos produits ont tendance à stagner, à ne pas augmenter ou alors à fluctuer, mais sans augmentation concrète. Les prix des intrants, donc tout ce qu'on doit faire rentrer dans les fermes qui avant étaient autoproduits, ne font qu'augmenter, que ce soit l'énergie, les semences, la mécanisation aussi. Ce sont toutes des variables qui font qu'augmenter, et donc le revenu agricole se retrouve comprimé, étranglé économiquement. Une autre forme d'étranglement, de pression comme ça dont les familles agricoles font l'expérience, c'est en termes de trajectoire de développement de la ferme. Et il y a deux pressions qui les enserrent ainsi. C'est d'un côté, il faut s'agrandir, parce que si on n'augmente pas en volume, étant donné que les marges diminuent, le revenu diminue. Et donc c'est une pression qui vient d'un côté, c'est un champ de bataille qui est très difficile, parce qu'on sait que le nombre d'hectares, il est limité. Et donc une ferme qui augmente, c'est une autre qui disparaît. Donc c'est vraiment un champ de bataille. Avec du temps des quotas, c'était un petit peu la même logique aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus de quotas, mais la réalité de la demande est toujours là. Et donc il y a quand même une forme de remplacement qui se fait. Donc c'est une pression d'un côté pour l'agrandissement, et l'autre, c'est une pression pour l'innovation, et avec une acceptation quand même très restreinte de l'innovation, qui est vraiment de juste adopter des ensembles technologiques tout faits, commerciaux, bien souvent brevetés, et développés autour d'une science qui ne leur appartient pas, qui est souvent externe, tout à fait externe au vécu et aux connaissances concrètes de la vie rurale. Et donc voilà, que ce soit les très hautes technologies, que ce soit effectivement la mécanisation qui est devenue de très très grande échelle, avec des puissances et en fait plus concrètement des coûts d'amortissement qui sont devenus extrêmement importants. Et l'automatisation, la robotisation, etc. Ce sont tous des développements technologiques qui finalement, je ne dis pas du tout qu'ils n'aident pas le quotidien des agriculteurs, mais c'est toujours des ensembles qu'on est obligé d'adopter et donc de s'adapter
pour y conformer, pour savoir les amortir, pour que ça rentre dans le schéma de la ferme, sinon on doit disparaître. Et donc c'est encore une fois une autre source de pression sur les familles agricoles. Et donc autour de ça, ben voilà, qu'est-ce qu'il en résulte? Ben, c'est tout simplement un vieillissement de la population agricole, de la population agricole active, qui est vraiment important. Un niveau de revenu qui est extrêmement faible, même la moyenne doit être proche du seuil de pauvreté. C'est des chiffres qui sont quand même toujours assez interpellants. Un revenu horaire, bien sûr, qui est alors complètement catastrophique quand il n'est pas négatif. Et donc, c'est surtout des sentiments, un peu d'être pris parfois entre la carotte et le bâton, d'être attiré par des primes et sanctionné de l'autre côté, et mené par le bout du nez, parfois dans des directions ou des manières de faire ou des pratiques qui finalement en fait ne leur correspondent pas avec leur amour du vivant, la complicité avec le vivant pour laquelle ils ont choisi ce métier, tout simplement. Mais toi, on peut dire que tu es un peu à contre-pied parce que tu innoves, tu es dans l'innovation et sur la ferme ici, il y a des innovations, mais qui sont peut-être pas poussées par ce modèle. Alors, qu'est-ce que concrètement aujourd'hui a été mis en œuvre dans la chèvrerie de la Croix de la Grise comme innovation qui te permettent justement de retrouver plus d'autonomie et de développer la résilience du système ici de la chèvrerie de la Croix de la Grise? Ben, en fait, du coup, pour nuancer la notion d'innovation, on va plutôt parler de nouveautés, et qui sont tout simplement des changements de routine, des nouvelles manières de faire, des nouveaux arrangements, des nouvelles relations, qui sont nouvelles en fait juste dans leur propre petit contexte, parfois le contexte unique d'une même ferme, parfois d'un village ou de plusieurs fermes, parfois elles se répandent, parfois pas, et elles sont développées comme ça de manière très spontanée par les acteurs concernés eux-mêmes, en relation avec d'autres. Et donc ces nouveautés, elles peuvent prendre plein de visages, plein de réalisations concrètes différentes. Et donc ici je proposais justement d'en illustrer l'une ou l'autre qui ont été menées ici sur la ferme, vraiment en continuité avec toute cette inventivité des parents avant moi. Par exemple, la première cascade de nouveautés, c'est autour de l'alimentation des chèvres et de la transformation du lait en fromage. Et donc, en fait, avec l'expérience des changements climatiques, notamment, et des rencontres que j'ai pu faire en Angleterre, on a repensé tout d'abord le semis des prairies, la composition du mélange prairie. On a inclus une plus grande diversité de légumineuses, mais aussi la chicorée fourragère et du plantain lancéolé, pour vraiment mieux s'adapter à la sécheresse, et en même temps aussi vraiment en étant inspiré et guidé par leurs préférences à elles, en termes de pâturage tournant. Il y a eu comme ça toute une réflexion pour progressivement ressemer les prairies donc temporaires, mais aussi par bande les prairies permanentes, pour améliorer en fait et augmenter la part d'herbes pâturées dans la ration. Et en lien avec ça, une première cascade de nouveautés, c'est vraiment le lien entre les choix autour de l'alimentation des chèvres et la transformation du lait à la ferme. Et donc c'est vrai qu'on a toujours été, depuis qu'on transforme le lait nous-mêmes, un peu bousculé dans nos idées sur comment les alimenter, parce qu'effectivement, une fois que le lait est trait, directement, traite par traite, je l'ensemence, et on a le résultat, le cahier, et finalement le rendement au fromage sont en fait des indicateurs dont on a accès au quotidien, et qui nous informent en fait effectivement en fonction des changements de prairie ou des changements de ballot, tout simplement, on voit vite des effets. Et donc c'est ce nouvel indicateur finalement qui a un petit peu bousculé nos manières de réfléchir. Et donc, on a fait le choix de leur laisser du foin à volonté toute l'année, même en période de pâturage, pour avoir une certaine constante. Et on a aussi, par exemple, été amené à revoir la composition du mélange prairie, où, avec les épisodes de sécheresse et quelques rencontres que j'ai pu faire en Angleterre, on a changé la composition, on a diversifié le nombre de légumineuses présentes dans le mélange, et on a aussi inclus de la chicorée fourragère, du plantain lancéolé, qui sont des plantes à enracinement profond, qui structurent le sol, qui vont chercher l'eau loin
et qui le structurent pour bien recevoir les pluies intenses de l'hiver. Et qui en même temps vont amener des substances minérales, des vitamines et aussi vermifuges supplémentaires pour la santé des animaux. Et donc ça c'était toutes des choses qu'on a été amené à faire en les observant, en observant le fromage aussi, le goût du fromage, la texture, le rendement. Et quelque chose que j'aime bien de rappeler aussi, c'est que la moitié de mon volume de lait est moulé à la louche. Et donc je ne suis, avec tous ces indicateurs-là et ce système-ci, on a été amené à faire des choses différemment et à penser des choses différemment que si on était juste payé au litre de lait. Et donc c'est la réponse des chèvres, leur comportement, leurs préférences, la réponse du fromage, la réponse des consommateurs, qui ont alimenté aussi notre réflexion sur comment les nourrir et nos choix de prairies, de pâturage, d'affouragement, etc. Et donc ça c'est une première chose. Une autre cascade de nouveautés, plus du côté des cultures. La rotation est assez simple. On a 3 années de suite le mélange de prairies temporaires qui repousse et 2 années de suite un mélange de céréales et légumineuses d'hiver qu'on moissonne en sec, qui nous sert de concentré et de paille pour la litière. Et donc dans la rotation il restait un épisode de labour jusque-là pour convertir la parcelle qui est en prairie temporaire en parcelle de céréales. En même temps, ça me faisait vraiment mal au ventre de culbuter toute la structure qui a été élaborée par ce riche mélange prairie temporaire et de ne pas le transmettre le plus directement possible à la céréale. C'est aussi enfouir finalement tout un premier horizon très humifère en surface, aller le mettre au fond. C'était des choses qui me chatouillaient et grâce à la rencontre de collègues qui ont évolué dans le non-labour, d'abord en conventionnel et puis en bio, notamment les frères de ma vie, qui m'ont ouvert les yeux sur d'autres manières de faire. Et donc là on a commencé à essayer de démonter les prairies plus progressivement par des travaux du sol plus superficiels. Et de là, il a d'abord fallu adapter les machines. On a bricolé l'un ou l'autre des chômeurs à dents, les adapter, changer les dents, etc. Pas mal d'essais-erreurs là-dessus pour finalement auto-construire un déchômeur-semeur sur base d'une ancienne machine qui était vouée à la mitraille et qui nous permettent comme ça, avec un châssis fixe, de scalper la prairie superficiellement sans outils animés, juste à dents. Démonter la prairie sans la retourner complètement, sans bouleverser les horizons. Ça, c'était une adaptation des machines, une adaptation du timing aussi. D'année en année, on s'est rendu compte qu'il fallait commencer le démontage des prairies plus tôt, dans le sec, bénéficier des conditions de l'été et non plus de l'automne pour démonter les prairies. En plus, à une période où les vers de terre sont très loin dans le sol, on avait dérange très peu de monde. Il a fallu évoluer du côté des semences, où on a adopté des populations de céréales plutôt que des variétés pures. Et du fait qu'on les garde d'année en année, elles s'adaptent et elles répondent beaucoup mieux à ces conditions nouvelles de sol plus vivant, moins perturbé et de concurrence, notamment avec l'herbe plus importante. Changement des machines, du timing, des semences. Et finalement, la dernière chose qui a permis, après plusieurs années de gamelle, de dénouer l'affaire c'était un peu la dernière pièce du puzzle, j'ai envie de dire, c'était de changer la fertilisation. Jusque-là, en fait, on compostait notre fumier. Donc, vous voyez ici, les chèvres, elles ont une grande aire paillée. Le compost de ce fumier restait très sec, s'échauffait très vite. Et donc, en quelques heures d'échauffement, quelques jours d'échauffement très rapide, on perdait une grosse partie du carbone, mais aussi de l'azote à action rapide dans l'atmosphère. Et du coup, quand on épandait ce compost très sec sur une terre qui n'avait pas été labourée, sur laquelle il y avait justement ces résidus à ce déchiquetat de prairie en surface, les céréales souffraient d'une faim d'azote assez importante. Et donc, notamment en discutant avec des étudiants, en essayant ici une autre technique qui est une forme de bokashi, je dirais plutôt un ensilage de fumier. Donc au lieu de le composter maintenant, on l'imbibe de lactosérum, donc le jus issu de la fabrication du lait en fromage, qui est riche en bactéries.
lactique. On imbibe la litière de lactosérum, on la stocke de manière très compacte sous une bâche plastique sur une cour bétonnée pour qu'il récolte les jus, et on laisse fermenter comme un ensilage le fumier, et on obtient du coup un fertilisant organique beaucoup plus riche en énergie, en carbone liquide, comme on dirait maintenant, mais aussi en matière azotée à action plus rapide, on ne laisse plus s'évaporer, se volatiliser, et en plus on garde plus de matière à épandre, il y a moins de réduction du tas qu'en compostant. Et donc enfin, voilà, c'est encore une fois une cascade de nouveautés, c'est notamment cette dernière qui a permis de finalement bénéficier, de valoriser tous les efforts fournis par les autres. Tant que la dernière pièce du puzzle n'était pas là, le système ne fonctionnait pas, le système boitait. Et donc voilà, ça c'est vraiment important de comprendre ces changements qui peuvent être de nature plus relationnelle, matérielle, mécanique, agronomique, commerciale, et leur imbrication entre elles, et le fait que comme ça des cascades de nouveautés finalement vont permettre à la ferme de retrouver de l'oxygène. On parlait beaucoup d'étranglement, mais c'est vrai que c'est regagner de l'autonomie du côté de la fertilisation, des semences, de la mécanisation, etc. Et garder en fait tout simplement plus de valeur ajoutée au sein de la ferme pour rémunérer le travail familial. Okay. En fait, donc, ce que je constate du coup dans ce que tu m'expliques là, c'est que plutôt d'externaliser ou d'amener sur la ferme des données extérieures, vous êtes concentré sur observer comment fonctionnait le système et adapter en fait. Et aujourd'hui, vous trouvez une économie circulaire. Vous avez arrivé presque à fonctionner en autonomie sur tous les besoins de la ferme. Et donc c'est ça vraiment ce que tu appelles les nouveautés aujourd'hui qui sont mises en place à la chèvrerie de la Croix de la Grise. L'idée de nouveauté, effectivement, comme je disais, c'est une pratique qui est nouvelle. Et au lieu de faire partie du grand projet institutionnel de modernisation, un peu de la prêche et du catéchisme qui allait autour, ici, c'est plutôt des nouveautés qui font sens dans le projet de chaque famille agricole, avec sa propre définition d'un futur meilleur pour elle. Et effectivement, comme tu le précisais, développer, je veux dire, en pleine complicité avec le vivant, avec les sols, avec les plantes, avec les animaux, aussi avec les enfants. Avec toi-même aussi, parce que tu fais ce que tu aimes au final. Et ça, c'est vrai que c'est aussi retrouvé, effectivement, un goût du jeu, de la complicité, mais donc de l'observation, de l'intuition aussi. Ça ne nous empêche pas de nous prendre des gamelles, ça, absolument pas, faut absolument pas se faire d'illusions là-dessus, mais c'est un jeu qui est extrêmement passionnant et finalement dans un contexte qui est quand même très compliqué avec beaucoup d'inconnus, notamment sur la question de l'énergie parmi d'autres, face ou celle du changement climatique, face à des montagnes pareilles, oui, nous ça nous redonne aussi de la confiance, de la sérénité, de savoir que on n'est pas seul et on est guidé avec une nature complice, tout simplement, même si on ne sait pas encore exactement où on va. Et je ne dis pas du tout que les nouveautés qui ont ici émergé sont définitives. Elles sont, je suis sûr et certain, qu'elles sont amenées à encore être bousculées d'année en année. Mais au moins, il y a un chemin qui est fait, il y a des cascades, des enchaînements qui sont faits. Pendant ce temps-là, on apprend. Pendant ce temps-là, ça permet d'échanger, d'avoir des nouvelles relations aussi, des nouveaux partenariats entre collègues, mais aussi avec l'extérieur, avec des nouveaux acteurs. Avant, une ferme ne serait jamais rentrée en contact avec un restaurant, ou bien avec une université, ou bien avec des écoles, ou toutes sortes d'acteurs, des parcs naturels, des associations environnementales ou d'autres. C'est des nouveaux partenariats, des nouvelles relations qui n'existaient pas avant, et qui recréent un tissu de confiance, qui est dynamique, qui est positif, et qui sera là le jour où peut-être des événements plus importants, que ce soit le changement climatique ou énergétique, auront lieu, des stress peut-être un peu plus marqués, au moins tout ça sera déjà construit et on se sentira moins seul. Et je pense qu'on sera ainsi plus à même à trouver des solutions à ce moment-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, dans ton approche des nouveautés, c'est qu'elle est accessible presque à chaque ferme en fait, parce que la richesse de chaque ferme, c'est d'être différente, c'est d'avoir une histoire, c'est d'avoir un patrimoine, c'est d'avoir des connaissances, et qu'en fait,
il est aujourd'hui présent encore dans beaucoup de fermes. Et donc, si on se reconcentre sur comment chaque système fonctionne, on peut vraiment réinventer une autre manière de produire en Wallonie aussi. C'était vraiment un message phare du mémoire. Du coup, ici, c'était que chaque ferme est unique. Elle est socialement, économiquement, financièrement, aussi pédologiquement, agroécologiquement située. Chaque ferme, elle est unique. Et en fait, c'est une forme de développement, pour opposer, c'est toujours assez grossier, j'aime pas de faire ça, mais le processus de modernisation avec ici cette repaysanisation. Ici, on a affaire à un phénomène qui est beaucoup plus décentralisé, qui émerge de partout, avec des formes différentes, avec des sources de logique et d'inspiration et d'information qui sont complètement différentes, très éparpillées, en lien. Mais donc voilà, ça me semble beaucoup plus démocratique d'une part, mais aussi beaucoup plus résilient d'autre part, comme nouveau chapitre, je veux dire, de l'agriculture, et finalement, notamment vis-à-vis du changement climatique, de la question énergétique, encore une fois, je pense que c'est nettement plus approprié qu'un système centralisé. Et du coup, là, on parle de démocratie, on parle de droit. On pourrait se demander qu'est-ce que vient faire le droit dans tout ça. Mais en fait, moi, je le vois comme la bulle protectrice qui permet justement l'innovation. Comment est-ce que toi, tu appréhendes le droit ici dans la ferme, et peut-être de manière plus globale, comment le droit peut soutenir cette transition agroécologique Ben oui, en fait, c'est tout simplement un peu un parcours de vie. J'ai été amené à la suite de ce mémoire sur les nouveautés en ferme à participer à un groupe de travail du Conseil des droits de l'homme sur l'élaboration d'une déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, paysannes et toute personne travaillant en zone rurale. Et du coup, là, l'exercice était la pensée de fond, c'était que les marchés alimentaires se globalisent, mais en même temps, les protections ne suivent pas, les droits, les protections des libertés ne suivent pas. Et donc, c'est important d'avoir un outil international, universel, qui garantisse et qui, pour moi, j'ai envie de dire, protège la débrouillardise nourricière qui est présente et qui caractérise les familles agricoles. Et pas que pour les protéger elles-mêmes, ou pas que protéger cette profession en particulier, mais c'est parce qu'elle est vraiment vitale pour le reste de la société et pour la démocratie aussi. Et donc, dans ce texte, qui est une déclaration des Nations Unies, c'est faire reconnaître comme droit humain, comme droit et liberté fondamentale, déjà tous les droits fondamentaux qui sont reconnus à tout le monde, mais qui souvent sont très peu exercés en milieu rural, parce qu'on est loin des lieux de pouvoir, des lieux de justice, des lieux d'information, notamment tout ce qui est de la protection des travailleurs agricoles. Ça, c'est un volet très important. Tout ce qui est la question de la terre, souvent chez nous on a un cadastre, on a encore plus ou moins des traces écrites, on a des documents opposés, etc. Mais il y a plein de régions du monde où les familles agricoles occupent des terres et cultivent la terre depuis des générations, mais sans preuve, et peuvent très facilement, par corruption ou par se faire expulser de leurs terres, etc. Donc c'est faire reconnaître comme droits fondamentaux des libertés qui sont fondamentales, qui sont vraiment en amont de l'activité nourricière. Donc c'est toutes les libertés de la personne, comme elles sont garanties à tous les citoyens, mais juste ne pas oublier aussi les ruraux, les paysans. Même si on est des indépendants, on a aussi droit à un revenu décent, on a droit à la santé physique et mentale, etc. Et des droits un petit peu plus spécifiques qui jusque-là n'étaient pas reconnus comme droits humains à part entière, et que ce texte le fait. C'est ce qui est la question notamment des droits à la terre nourricière, le droit aux semences, donc de pouvoir reprendre ses propres semences, d'avoir une certaine souveraineté sur elles. Et voilà, le droit à l'eau pour l'élevage, pour l'agriculture, pour le droit à un environnement sain, notamment sur la question des pesticides, des risques santé pris par les familles agricoles pour nourrir le reste de la société, alors qu'elle est déjà sous-payée. Donc c'est essayer de formuler parfois des injustices
parfois de manière plus positive, comme ici on a vu les nouveautés, des projets positifs des familles agricoles, mais en termes de liberté, et qui soient reconnus en fait au plus haut niveau du droit. Les droits humains sont... et donc ça veut dire aussi, au-delà, par exemple, des traités de commerce, ou d'autres... parfois lois ou programmes nationaux ou bien européens, des politiques publiques qui sont menées. Maintenant, tout ça doit se conformer à cette déclaration qui reconnaît cette liberté, ces libertés fondamentales qui sont nécessaires à l'activité agricole, à son développement, à ses nouveautés, à son amélioration, à la dignité des personnes aussi. Et voilà, j'aime bien de rappeler qu'il n'y a pas de citoyen libre le ventre vide, et qu'il n'y a pas de citoyens nourris sainement et durablement sans paysans libres. Et donc voilà, c'est pas juste pour protéger une catégorie de personnes, c'est vraiment parce que l'alimentation, elle a depuis tout le temps été l'enjeu de pouvoir, de guerre, d'oppression. Et c'est une manière de tenir les gens par la patte, d'une certaine manière. Et donc voilà, la liberté et la souveraineté alimentaire, c'est un prérequis à la démocratie et à l'exercice des autres droits civils et politiques de tous les citoyens. Et donc voilà, ça c'est important, surtout, encore une fois, je ne veux pas être pessimiste, mais à l'aube des gros changements, que ce soit démographiques, climatiques, énergétiques, auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc comme je le comprends un petit peu, moi j'aime bien voir aujourd'hui l'agriculture serrée dans un étau entre d'un côté le consommateur qui a des exigences très importantes, l'industriel qui met une pression très importante sur les prix. En fait, le droit, c'est ce qui permet de desserrer l'étau, de donner de la liberté et même de faire émerger les solutions qui seront là et qui seront nécessaires au monde de demain, quoi. Effectivement, c'est redonner un cadre. Le droit, il doit être là, non pas pour octroyer des privilèges, c'est absolument pas ça qu'on demande, mais c'est juste pour cadrer un peu les relations de pouvoir. C'est ça. Effectivement, dans des systèmes où souvent, avant on était très nombreux dans l'agriculture, les familles agricoles pesaient lourd politiquement. Bon, elles ont toujours été marginalisées, mais maintenant on est devenu une très petite partie de la population, et donc politiquement on n'a plus aucun poids. Et donc si nous-mêmes on ne fait pas le lien avec le reste de la société civile, mais aussi, surtout si le reste de la société ne comprend pas notre importance pour leur liberté à eux, voilà, on ne saura pas se défendre tout seul et on va se faire assez facilement écraser dans ces étaux. Et donc, ici, c'est important que l'autorité publique, les instances internationales, mais aussi tout simplement tous les citoyens comprennent c'est quoi des droits humains, quels sont les droits humains, à quoi ça sert ce cadre-là, d'où ça vient historiquement aussi, et pourquoi aujourd'hui, au vu du futur, c'est important de se réapproprier cet outil-là et de le défendre, de le porter, tout simplement. Et un cas très concret que tu as vécu il n'y a pas longtemps, c'est avec Colruyt, quoi. C'est en fait, eux, ils ont un pouvoir très important, commercial en tout cas, et du coup, le droit vous permettrait en fait d'être sur le même pied d'égalité en termes d'écoute, d'écoute déjà et de prise de décision dans un second temps, quoi. Exactement. En fait, donc là, c'est un cas concret, c'est la loi sur le bail à ferme. Ici, c'est à peu près 300 ans qu'on occupe les mêmes terres, en tout cas dont on a connaissance. Historiquement, en fait, donc on en était comme fermiers. Et donc les bâtiments et les terres étaient la propriété des nobles. Et donc les fermiers étaient juste locataires de leur maison, de leurs bâtiments professionnels, on dirait, et des terres. Un premier acquis social, ça a été cette loi sur le bail à ferme. Au lieu d'avoir des systèmes de dîmes et de métayage, où le noble, le propriétaire s'octroyait une partie des richesses produites, on a, sous cette loi du bail à ferme, déjà cadré très fort les relations de pouvoir qui étaient complètement inégales, avec plusieurs balises, un bail de relativement longue durée, donc un minimum de 9 ans, reconductible, pour donner une certaine pérennité, une liberté de culture, donc c'est le choix, l'autonomie décisionnelle de l'agriculteur de choisir ce qu'on cultive, quand, comment, les pratiques, la fertilisation, tout. Une liberté de commercialisation,
Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, les abattoirs, enfin pas les abattoirs, pardon, mais les moulins, même les infrastructures de transport, de stockage, souvent appartenaient aussi aux nobles. Hein. Et donc là, la liberté de commercialisation, ça vient de là. C'est aussi la liberté de l'agriculteur de vendre le produit de ce qui est produit sur cette terre-là à qui il veut, avec une relation commerciale et un prix qui peut changer, une ouverture certainement. Et finalement, un montant de fermage, donc de loyer, qui est défini par la loi en fonction de la qualité de la terre, par le revenu cadastral tout simplement, qui est cadré et qui est monétaire aussi, et qui est plus une proportion du produit. Et donc ça, ce bail à ferme, ça a été un premier acquis social, en fait pratiquement le seul qu'on ait dans l'agriculture. Et ce sont 4 droits et libertés là qui me semblent extrêmement fondamentales et qui sont assez très peu comprises aujourd'hui. Et alors là, je suis sans ambiguïté, l'érosion des sols, les sous-locations, et les contrats de culture, pommes de terre, légumes, etc., elles rendent la chose extrêmement difficilement défendable. Parce que le milieu agricole aussi, lui-même, a contribué à la perte à l'affaiblissement de l'image et de la réalité de ce bail à ferme, et de ce cadre légal-là. Alors aujourd'hui, on est un petit peu dans la situation opposée. On a pas mal de propriétaires qui souhaitent reprendre contrôle sur comment on cultive sur leur terre. Ce que je peux comprendre, au vu de ce que je viens de décrire. Et aussi, là c'est un peu la nouveauté, c'est des groupes financiers industriels qui veulent acquérir des terres. C'est sûr que, premièrement, c'est une valeur refuge, avec les crises financières, ça c'est une chose. Mais certains vont plus loin, et notamment c'est le cas de Colruyt, qui sont aussi des acteurs hyper importants dans la distribution alimentaire. C'est le numéro 1 dans la distribution alimentaire en Belgique. Et donc, on retrouve, et ça, d'où notre sursaut là maintenant face à ce cas précis, qui peut sembler un peu violent. Pourquoi on réagit si fort? Mais c'est parce qu'on se retrouve à nouveau un petit peu encerclé. Ce cadre du bail à ferme, avec les 4 balises que je précisais, on se retrouve attaqué, étranglé d'une certaine manière, des 4 côtés à la fois. Parce que avec notamment ce cas de Colruyt, ils proposent plus de bail à ferme, mais plutôt des contrats à 6 mois, 8 mois, donc de courte durée, avec plus de liberté de culture, mais vraiment une volonté de s'approvisionner eux-mêmes, donc leur magasin, donc décider de ce qu'on va produire et de vendre que à eux, donc plus de liberté de commercialisation, et des montants de fermage, de loyer, qui sont 2, 3, 4 fois supérieurs au fermage légal. Et donc, paf, 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 d'un coup, les 4 lignes rouges sont franchies. Alors je ne peux pas nier les travers de l'agriculture et de la direction qu'elle avait prise. Je peux comprendre la réaction de certains propriétaires, mais là, ça me semble complètement disproportionné. Et donc, là, nous, en tant que paysans, on essaye de secouer notamment le pouvoir public pour rappeler ce cadre légal qui doit être là pour rééquilibrer les relations de pouvoir quand elles sont complètement disproportionnées. Et qui doit faire jurisprudence. Il faut que ce soit un cas. C'est pas un cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie mis là-dedans. C'est pas on libère toute notre frustration sur. On le fait maintenant parce que si on le fait bien maintenant, après ça pourra protéger même, je pense. Ça c'est mon avis, la filière entière, dont les distributeurs aussi. Et donc, je pense que c'est remettre les distributeurs comme Colruyt à leur place et de ne pas leur laisser prendre trop de contrôle. Voilà. Ça c'est une part, et comme tu le dis très bien, en fait c'est aussi pour leur pérennité, parce que, je prends vraiment pas pour des imbéciles, ils savent très bien qu'ils ont besoin de nous, parce que ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est acheter des terres et engager avec protection sociale des ingénieurs agronomes, des ouvriers. Ils savent très bien qu'ils feront pas mieux et moins cher avec du salariat qu'avec des agriculteurs. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est que ça se traduise en une espèce... donc je dis qu'il y a les fermiers autonomes avec le cadre du bail à ferme, le droit rural. D'autre part, il y a le droit social avec la protection des travailleurs. Mais nous, on ne veut pas leur laisser prendre que les avantages de l'un et de créer un statut de faux indépendant au milieu. Et ça, pour nous, ça c'est exclu. Parce que c'est sortir des 2 cadres légaux. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on s'acharne un petit peu sur ce cas-là. En plus, c'est aussi un acteur très important de la filière, et donc ils ont quand même un historique de pression sur les prix, notamment en lait, en viande, qui est extrêmement important ici en Wallonie. Donc ça la fout très mal dans les familles agricoles, qu'un acteur qui a autant de pouvoir financier maintenant
hein, qui a quand même été générée par cette position de force en bout de filière, pour le dire vite, sur leur dos, viennent maintenant leur mettre la pression et les étrangler sur les quatre dimensions. Okay. Mais je crois que c'est très clair en tout cas, et merci pour ce partage. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose pour répondre à ton intention du début. Sur la déclaration, j'étais assez court, je pense, mais j'espère qu'il y a tout. On peut vraiment la mettre en lien, elle sera en lien de toute façon de cette vidéo. Il existe déjà d'autres vidéos où à la Via Campesina, ils ont fait des PDF illustrés pour différents articles, tu sais, avec des cas concrets, voilà, un peu partout dans le monde. Et ben voilà, tu vois l'article, il voudrait dire ça, ou il voudrait... en tout cas, si les gens veulent aller plus loin, il y a des ressources à chercher eux-mêmes, mais aussi à revenir vers nous au besoin, on peut transmettre les informations. Quoi, ou en dessous de la vidéo, quoi, on peut ça. Ok, et pour terminer, parce qu'on parle de modernisation, on parle de nouveau monde, moi je t'ai amené une BD. Ah ok, wow. Ça c'est un Marvel. Et c'est un univers vraiment tout à fait loufoque. Il est en version de poche. Peut-être ce sera pas toi qui le liras en premier, ce sera peut-être ton neveu qui vient cet après-midi. Mais voilà, c'est très amusant de parler de la mort, de voir ça comme un jeu aussi, d'aller dans l'imaginaire, d'être créatif. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi. La BD et l'esprit belge un peu créatif a aussi la capacité d'inventer un nouveau monde. Et c'est ce que moi j'espère avec les jeunes générations en fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben, on se retrouvera très certainement pour parler d'autres sujets parce qu'il y a tellement de sujets à traiter ici. Et moi, cet après-midi, je continue mon épopée vers la suite. Eh ben, merci. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui à la ferme? Non. Voilà. Et alors, toi, tu as donné naissance à une petite? Allez, hop.